Le 26 août 1970, une dizaine de femmes déposent sous l'Arc de Triomphe une gerbe à la mémoire de la femme du soldat inconnu. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Cet acte marque l'acte de naissance du mouvement féministe en France dans les années 70, car depuis depuis l'histoire du mouvement ouvrier, il y a eu une difficulté inhérente au combat militant, à différencier justement la place des femmes au sein des mouvements. Même jusqu'en 68, les femmes étaient présentes dans les manifestations, mais les porte-paroles étaient souvent essentiellement des hommes. Et en fait, c'est après justement cette période d'ébullition née de 68 que la parole des femmes a pu prendre une forme autonome par rapport justement aux appareils qui étaient un peu décrédibilisés par l'expérience de 68. Donc ce mouvement féministe marque une évolution importante dans l'histoire du militantisme. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est selon vous aujourd'hui l'influence, l'importance de ce mouvement, mais aussi peut-être les limites aussi auxquelles il conduit le militantisme lorsque on est marqué par un marxisme qui a toujours peut-être un peu trop considérer la question du rapport, enfin de l'exploitation capitaliste comme quelque chose d'important face à des enjeux plus secondaires. Oui, d'abord, oui, on peut prendre comme référence, puisqu'il faut un symbole de date de naissance, le 26 août 68, c'est celui qu'on retient maintenant. Mais pas plus pour le mouvement femme que pour d'autres mouvements. Il y a de dates de naissance absolues, c'est-à-dire que d'une part, le mouvement, s'il est apparu ou s'il s'est cristallisé symboliquement autour de ce dépôt de gerbe à l'Arc de Triomphe, la fermentation existait dans les années précédentes. Et bien qu'on voit peu, ça a été souligné cette année à l'occasion de l'anniversaire 68, de figures féminines sur les tribunes ou dans les têtes de cortèges de manifestations en 68, si on va un peu au-delà, on sent bien qu'il y avait une fermentation, quelque chose qui montait en puissance. Par exemple, dans le film de Chris Marker, Classe de lutte, sur les grèves de la Rodiaceta ou de l'horlogerie avant 68 à Besançon, on voit justement des figures de femmes, et ça a été tourné avant 68, revendiquant leur place dans le syndicalisme et dans la lutte syndicale, mettant d'ailleurs sur le tapis les contradictions avec l'organisation de leur vie quotidienne et de leurs tâches domestiques. Donc il y a quelque chose qui était là déjà, disons, en France, et a fortiori à l'échelle internationale, puisque les traditions, disons, et les cultures du mouvement féministe sont aussi différenciées en fonction de l'histoire des pays. Il y a une histoire moins discontinue, disons, du féminisme anglo-saxon que du féminisme en France. C'est-à-dire que dans les années 60, il existait déjà un mouvement féministe aux États-Unis ou en Angleterre, dont on trouve d'ailleurs, puisque les deux numéros qui font date de la revue Partisan, qui ont dû être publiés eux aussi en 70, peut-être en 71, j'ai une petite incertitude, deux numéros spéciaux sur le féminisme, qui ont aussi une valeur fondatrice, étaient faits dans plus des 2/3, si mes souvenirs sont bons, de traduction de textes, notamment du mouvement féministe américain ou britannique. Pour ce qui est de la France, en fait, on pourrait parler d'une naissance qui traduit deux lames de fond, deux mouvements de fond dans la société. D'un côté, l'entrée massive de la main-d'œuvre féminine dans le salariat moderne, qui est une des conséquences des années de croissance et notamment du développement de nouveaux secteurs de services. Et puis d'autre part, ou parallèlement, et c'est cohérent, également une montée en puissance de la mixité dans l'enseignement supérieur, qui a d'ailleurs été, même si on le montre parfois exagérément en épingle, dans les prémices des luttes à Nanterre, puisqu'on rappelle volontiers que la mobilisation sur la mixité de la cité universitaire a été un des préludes
au mouvement étudiant de Nanterre. Mais moi, j'ai connu déjà ce problème-là. Pour l'anecdote, ça vaut quand même la peine de le rappeler, dans la jeunesse communiste, puisque dans les années 60, j'adhérais aux jeunesses communistes en 62, au moment des manifestations de Charonne. J'étais dans un lycée mixte et paradoxalement, quand on adhérait à la jeunesse communiste, on a voulu nous faire deux cercles distincts, un cercle garçon des jeunesses communistes et un cercle filles qui s'appelait l'Union du JFF, l'Union des jeunes filles de France, ça c'est un peu le collège des oiseaux, et il y avait quelque chose de ça avec le moralisme derrière, qui était l'héritage de Jeannette Vermeersch, la politique familialiste et nataliste, qui était celle du Parti communiste. Donc ces questions étaient dans l'air du temps. Maintenant, la date qu'on retient comme date pivot, c'est une naissance et aussi une renaissance. Elle tend à faire oublier qu'il y a eu des mouvements féministes en France, et notamment au XIXe siècle, à l'époque de Flora Tristan, de Louise Michel, et même assez puissants. Par exemple, ce qu'on sait trop peu, et j'y reviendrai à propos du rapport de l'héritage marxiste à la question femme ou au féminisme, c'est que, par exemple, la renaissance du mouvement ouvrier en France après la grande défaite de juin 1948 s'est faite dans une large mesure, si on regarde les années 1860, la plupart des réunions, par exemple dans les quartiers parisiens, portaient pas sur des questions de revendications sociales de type salaire, etc., mais étaient des réunions autour du thème de la famille, du mariage et du divorce. En gros, la reconstruction d'un mouvement social avant la Commune de Paris s'est fait presque majoritairement sur ces thèmes-là. Et avec un affrontement évidemment avec l'ordre moral, religieux, familial, etc. Alors tout ça c'est un peu perdu, ou la continuité en a été rompue, notamment du fait des effets, pas seulement en Union soviétique, mais finalement de l'onde, on peut dire de la diffusion, je dirais comme ça, de ce que Trotsky appelle dans un des chapitres de La Révolution trahie, le thermidor au foyer. Et c'est vrai que si on comparait ce qui a été fait en matière de libération des femmes, je ne dis pas parfait, mais dans les premières années de la Révolution russe, il faut rappeler quand même que ça s'est allé jusqu'à l'abolition de l'inceste. À une époque où Freud n'était pas d'une lecture très courante, etc., et au divorce par simple constat. Non sans contradiction d'ailleurs, parce que dans une société où les rapports de sexe demeurent inégalitaires, le divorce par simple constat s'est traduit souvent par des répudiations et des armadas d'enfants abandonnés. Ils ont dû faire machine arrière. Mais enfin, il y avait en tout cas une intention assez fortement marquée et assez audacieuse par rapport aux mœurs de l'époque, qui a régressé par la suite, et là, avec le rétablissement, au contraire, de toutes les formes d'autorité dans l'État, dans le parti et dans la famille. C'est ce qu'exprime le thermidor au foyer, donc, qui se traduit, y compris par une nouvelle législation sur la famille, sur l'héritage, etc., dans les années 30. Et ça, quand je dis ça s'est diffusé internationalement par les partis communistes, notamment en France, où j'évoquais à l'instant la figure symbolique de Jeannette Vermeersch, qui était la compagne du secrétaire général Maurice Thorez et qui a été réellement une militante de l'ordre familial et faisant au contraire du Parti communiste, force dominante du mouvement ouvrier français à l'époque, un véritable chevalier de l'ordre moral et familial. Bon, donc disons que cet étau a commencé à se desserrer avant 68. 68 a été un formidable accélérateur et on a l'émergence de ce mouvement féministe-là. Alors maintenant, à partir de la date symbolique du 26 août 70, je crois qu'il serait intéressant de revenir, avec le recul dont on dispose aujourd'hui, sur le fait que d'un premier temps, comme dans d'autres phénomènes sociaux de l'époque d'ailleurs, il y a un rapport relativement étroit entre la montée en puissance du mouvement social, du mouvement ouvrier, syndical, etc., et de ce mouvement des femmes. Et une sorte de convergence ou d'alliance assez naturelle entre des thèmes sociaux. Et par exemple, est resté dans les mémoires un rapport historique, parce que
c'était presque une révolution culturelle dans la CGT, un rapport de Jean-Louis Moineau, à l'époque secrétaire confédéral, ça devait être en 72-73, qui justement modifiait largement et prenait acte des conséquences justement de la massification du salariat féminin. Et parallèlement, mais de manière combinée, je crois à l'époque, je ne crois pas embellir a posteriori, on a l'irruption des thèmes sur les violences faites aux femmes, sur le droit à disposer de son corps, des thèmes qu'aujourd'hui, mais pas à l'époque, on qualifierait de sociétaux, mais qui à l'époque étaient étroitement imbriqués, qui vont alimenter la montée, là aussi, des groupes femmes de conscience, des différentes revues féminines qui apparaissent à l'époque. Mais si on feuilletait aujourd'hui ce qu'a été la presse féministe, Remue-Ménage, les cercles Flora Tristan, Le Torchon Brûle, puis un peu plus tard les Cahiers du féminisme, c'était des publications qui liaient étroitement la revendication spécifique des femmes avec le mouvement social ou ce qu'on appelait à l'époque le mouvement ouvrier. Et je crois que ce qui à l'époque était étroitement lié, sûrement s'est dissocié comme le reste. Dans leur livre sur le nouvel esprit du capitalisme, les sociologues Boltanski et Chiapello parlent de critique artiste et de critique sociale de la société. Ils entendent par critique sociale ce qui touche aux revendications de salaire, d'emploi, de conditions de vie, par critique artiste ce qui touche plus à la vie quotidienne et aux formes d'aliénation. Tout ça était fortement lié, même je crois, jusque ce qui a été peut-être une des grandes campagnes, parce qu'on retient le vote de la loi Veil, mais c'est qu'un chaînon dans une véritable mobilisation, où c'est une bataille législative, il ne faut pas la minimiser, mais qui a pu avoir lieu parce que derrière, il y a eu toutes les mobilisations préalables. D'abord, le manifeste sur le droit à l'avortement, les procès comme le procès de Bobigny qui ont fait date, et puis toute la deuxième moitié des années 70, ça a été d'ailleurs l'objet d'un débat important sur le type de campagne qu'on pouvait mener, une vraie campagne démocratique menée par le MLAC, le Mouvement pour la libération de l'avortement et la contraception, qui était un mouvement mixte de campagnes unithématiques et qui a culminé, je crois, dans la plus grande manifestation sur ces thèmes-là, qui devait être en 1979. Mais à ce moment-là, on a commencé à voir diverger finalement cette espèce d'imbrication étroite entre revendications sociales généralistes, je dirais, et revendications spécifiques des femmes, avec une tendance incarnée notamment d'ailleurs par ce qu'on a appelé Psychepo et ce qui a donné naissance aux éditions des femmes, animées principalement par Antoinette Fouque, qui finalement a dissocié les deux questions, et ce qui s'est traduit, y compris par la position, qui à mon avis en dit plus que des débats théoriques de Psychepo, sur l'élection présidentielle de 81, qui a été de soutenir Mitterrand dès le premier tour, en disant finalement, les partis étant masculins par définition, on peut voter pour eux comme une étape et un moindre mal, mais il n'y a pas de stratégie alternative d'ensemble à ces partis-là. Il y a d'un côté une radicalité, notamment sur les questions de violence, de vie quotidienne, du corps, du mouvement féministe, mais qui commence à finalement se déconnecter des revendications sociales au moment même où la mise en œuvre des politiques d'austérité en Europe pose des problèmes sociaux majeurs spécifiques d'un certain point de vue aux femmes, même si elles n'en ont pas l'exclusivité, mais qui est la détérioration des différents services sociaux, des crèches, qui aggravent simplement la vie quotidienne, ou la montée du chômage, qui, même si elle ne va pas se traduire par une expulsion totale comme en d'autres périodes des femmes du monde du travail, va se traduire par une précarisation ou un maintien des inégalités devant l'emploi, le salaire, etc. Donc on a eu cette espèce de déconnexion de mouvement qui marque, je crois, comme pour le reste, un tournant au seuil des années 80 du mouvement des femmes tel qu'il a été dans les années 70. Il n'a pas disparu. Alors ça, c'est l'autre problème, c'est que ce qui tend à un petit peu être moins visible, disons-le comme ça, une formule générale, c'est l'aile militante organisée du mouvement des femmes. Maintenant, les effets sociaux, eux, c'est-à-dire
les effets en profondeur de choses qui ne sont plus acceptées ou acceptables, ou qui ont changé profondément. Rien n'est irréversible et rien n'est jamais acquis définitivement aux femmes, pas plus qu'aux hommes, comme chantait l'autre. Mais il y a des effets en profondeur qui continuent à faire leur chemin dans les organisations syndicales, dans les partis politiques. En revanche, on a vu, je crois, une hécatombe des publications que je citais tout à l'heure qui ont peu ou prou disparu les unes après les autres. Donc, mais socialement, le mouvement, néanmoins, subsiste. Alors, bon, ce qu'il en reste aujourd'hui, là aussi, je crois que c'est difficile à définir parce qu'il y a évidemment des acquis, encore une fois, à défendre, puisqu'ils sont périodiquement remis en cause sur le droit à l'avortement ou sur une série de droits, ou en particulier sur les femmes immigrées, etc. Mais disons qu'il y a un héritage, il y a une culture, là encore une mémoire finalement du mouvement des femmes qui a percolé, comme diraient certains, c'est-à-dire qui s'est diffusé en profondeur dans la société, et ça, c'est plus difficilement réversible. Alors, est-ce que la loi sur la parité en est l'illustration ? Dans une certaine mesure, mais elle est aussi l'illustration d'un échec. C'est-à-dire qu'il a fallu une loi pour imposer... personnellement, je dis franchement, je n'avais pas signé le premier appel là-dessus, j'étais assez perplexe, parce que c'est introduire quand même une différence biologique sur le champ politique. Bon, maintenant, si c'est un point d'appui, certains l'ont présenté d'ailleurs comme un point d'appui temporaire pour contraindre à s'approcher d'une parité, mais qui est effectivement, en tout cas, paraît plus juste si on veut prendre une mesure volontariste que les quotas, parce que le seul quota concevable, dans ce cas-là, c'est l'égalité qui correspond à une égalité de fait, alors que les quotas, il n'y a pas de critères pour calculer quelle serait la bonne proportion. Bon, voilà. Alors maintenant, ce qu'il en est de ça et du marxisme, c'est vrai que, disons que le mouvement féministe, sous sa forme militante, a contribué à poser un problème qui n'est pas tout à fait nouveau, il ne faut pas exagérer, mais sur lequel, quand même, aujourd'hui, la culture, des mouvements sociaux, de la gauche radicale a évolué, c'est-à-dire de ne pas hiérarchiser une série de dominations, pas dire il y a une contradiction principale, des contradictions secondaires, etc., mais de considérer que tous les êtres humains sont multiples et que donc ils subissent, avec des intensités différentes selon les moments de leur vie, l'oppression et l'exploitation au travail, l'oppression sexuelle ou de genre dans la famille, ou au travail aussi d'ailleurs, ou dans la vie quotidienne, etc., une oppression qui peut être de race ou ethnique, et bien d'autres encore. Donc, on a une combinaison, un bouquet, une gerbe finalement, de résistance à des oppressions diverses. En revanche, le vrai débat, par exemple, avec des sociologues de l'école Bourdieu, est de savoir si toutes ces oppressions ont exactement la même fonction dans la société. Bon, moi, personnellement, je tends à penser qu'il y en a deux qui ne jouent pas exactement le même rôle et autour desquels se structurent quand même beaucoup de choses, qui est le rapport d'exploitation sociale et le rapport de domination de genre. Ça remonte très loin. D'ailleurs, rien ne dit qu'en éradiquant les conditions d'exploitation, on éradiquerait, là encore, l'évolution du psychisme, de ce qu'on appelait les mœurs, ne marche pas au rythme des législations parlementaires. C'est pourquoi d'ailleurs on en était venu, et on le maintient aujourd'hui, à la nécessité d'un mouvement autonome de femmes, puisque rien ne dit qu'en finir avec le capitalisme, ça serait mécaniquement, automatiquement en finir avec l'oppression des femmes. Mais donc il y a une pensée aujourd'hui plus articulée de comment peuvent converger, autour de quels thèmes, ces différentes résistances ou mobilisations contre des formes de domination qui ne sont pas réductibles les unes aux autres. Bon, je crois que ça excéderait le propos là, mais je crois qu'une notion comme celle d'hégémonie, héritée principalement, mais pas seulement d'ailleurs, de Gramsci, en fait, c'est ce qu'on retient généralement, aide à penser comment ces différents griefs face à la société dominante peuvent s'articuler les uns aux autres pour développer une contre-culture d'ensemble.
Alors maintenant, bon, un dernier mot peut-être sur quand même l'héritage marxiste là-dessus. Il n'est pas si ringard que souvent on l'entend. Hein. Bon, je ne dirais pas que Marx était un grand pionnier du féminisme, au moins dans sa vie quotidienne. Bon, il était assez conformiste, disons-le, par rapport à ses filles ou à sa vie conjugale. Engels, beaucoup moins. Hein, Engels, de ce point de vue-là, et c'est pas par hasard que Engels est quand même, d'une certaine manière, un pionnier, hein, même si aujourd'hui on peut discuter à la lumière d'études dont il ne disposait pas à l'époque, des thèses défendues dans l'origine de la famille, de l'État et de la propriété. Bon, mais enfin, et il mettait au moins en accord sa vie quotidienne là-dessus avec une pensée, lui, non conformiste, que ce soit d'ailleurs sur la mort ou sur la famille, puisqu'il a vécu à la colle, selon le langage consacré à l'époque, avec une prolétaire irlandaise, ce qui était doublement scandaleux dans la bonne société manchestérienne de l'époque. Mais plus profondément, au-delà des anecdotes, Marx lui-même, en fait, fait de la condition des femmes, on peut dire qu'il y a un écart entre son propos et puis, bon, mais on peut être machiste éclairé, c'est déjà un progrès, et ne pas prétendre être totalement révolutionné dans sa tête. Mais, par exemple, je dirais que chez Marx, pour moi, c'est un des 3 critères de ce que serait un réel progrès, pas le progrès quantitatif de combien de tonnes d'acier ou de charbon, etc., il y en a 3, c'est la réduction du temps de travail massive, donc la diminution du temps de travail contraint. C'est tout ce qui finalement singularise les besoins des individus et qui fait de chaque individu un être unique. Et c'est justement la transformation, je dirais pas plus, mais du rapport entre les sexes ou entre les genres, comme on le dit aujourd'hui, parce que, et ça il le dit explicitement, le rapport entre l'homme et la femme, c'est la première expérience et finalement la plus révélatrice du rapport à la différence, du rapport à quelqu'un de différent. Et d'où finalement, d'un monde où il y a une infériorité des femmes, il y aura également une discrimination de l'immigré, de l'étranger, etc. Donc je crois que ça, c'était notamment dans les textes de jeunesse. Bon, je ne dis pas après, il faut suivre les hauts, les bas, le meilleur et le pire du mouvement ouvrier, dont Marx n'est pas d'ailleurs responsable toujours.